Geoffroy, on était à l'instant avec une table ronde passionnante sur l'Europe. Et certaines personnes venaient de fort loin. On a un Californien au fond de la salle, on avait 2 Italiennes, chapeau pour le français. Toi, tu peux pas en dire autant, tu as traversé la rue, je crois. C'est pas pour dire, mais le dernier arrivé habite travaille en face. Hein, voilà. Écoute, on est... Non. Alors attends, il y en a un autre, il faut que ça soit vert. Voilà, tiens, voilà, c'est bon. Pardon. Oui, désolé, j'ai fait un peu peur à ton équipe en arrivant à la dernière minute, mais non. Je suis en face. On est détendu, il n'y a pas de problème, on est entre nous. On va finir avec toi. Toi, tu es le cofondateur de United. United, c'est une des... comment on pourrait dire ça une pépite de la French Tech, c'est une ça fintech. Allez, une fintech, et ça fait 16 ans. C'est long quand même. Oui, c'était un peu une épopée. Hein, c'est une épopée, voilà. Tu vas nous en parler un peu plus. Donc, tu vas nous raconter cette histoire. Tu as 1 minute pour nous raconter 15 ans de United. Merci, c'est très sympa de commencer par ça, Thibaut. Oui, 15 ans, en 1 minute, 16 ans presque maintenant. On a créé United en 2009 avec une ambition très forte qui est simplifier l'industrie européenne du crédit aux particuliers. Elle n'a pas la réputation d'être perçue comme simple et transparente. Et on y a été direct avec une ambition très forte. Une de nos valeurs de boîte, c'est No Limit, une des grandes valeurs de United. Pour faire ce qu'on voulait faire, il fallait déjà obtenir un agrément bancaire. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans, entre 2009 et 2011, en obtenant un agrément bancaire qui a été donné que 2 fois en 25 ans en France. Et puis on a lancé une offre de crédit en ligne en 2011. Et pendant 10 ans, schématiquement, 2011-2020, on a fait du prêt personnel sur Internet en France, et puis après en lançant 3 autres pays, Italie, Espagne, Portugal, qui représentent la moitié de l'activité. En 2020, nouveau virage, on a commencé à distribuer cette solution via des marques et des marchands. Donc c'est du B2B2C, une solution de crédit sur le lieu de vente, online, mais aussi en boutique physique. 70% de nos transactions sont faites en boutique physique. Et ça s'est très rapidement développé. Et puis, nouveau développement, à partir de 2024, 2025, on a annoncé notre entrée dans le monde de la banque en ligne, banque au quotidien. Ça va être l'objet un peu de la discussion qu'on va avoir. Suite à notre introduction en bourse, on a levé 150 millions en décembre 2024. Voilà, donc ça, c'est un peu l'historique. Aujourd'hui, on est 500 personnes, à peu près 150 millions d'euros de revenus nets, net de coûts du risque, net de coûts de refinancement. On a annoncé qu'on deviendrait profitable au Q4 2025. Bon, on confirmera ou pas fin mars lors de nos résultats annuels qu'on a atteint cet objectif, mais c'est un milestone très important pour nous. Voilà, donc quelques éléments de développement pour vous présenter la société. Merci monsieur. Un écosystème également de 600 partenaires, tu peux en citer quelques-uns parce qu'ils sont variés en fait dans des thématiques différentes. Les partenaires que l'on a, ce sont des acteurs qui nous ont demandé d'installer le bouton United payer en mensualité à leur checkout online ou offline. En 2020, c'est la date à laquelle on a lancé cette activité sous un produit qu'on appelle United Pay. On a commencé par le secteur des consumer electronics et telco, avec des références comme Microsoft, Apple, Iliad, Bouygues Telecom. Et puis on s'est développé après dans des paniers un peu plus importants. Consumer electronics, c'est 500 à 1000 euros le panier moyen. Et ensuite l'aménagement de la maison, donc des marques comme Forvert, Verisure, dont on est devenu partenaire privilégié ou souvent exclusif, jusqu'à l'automobile, Aramis Auto, Auto Hero, vous connaissez peut-être ces acteurs-là. Voilà, donc quelques grandes marques, grands partenaires qui souvent dépendent de United. C'est ça qui est incroyable. On est souvent petit par rapport à eux. En revanche, il n'est pas rare qu'ils réalisent 10, 20, parfois 50% de leur chiffre d'affaires avec le bouton United Pay. Si votre site plante, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Ils nous appellent très très vite. Enfin, des acteurs comme Bouygues Telecom, qui a 20 millions de clients, qui réalise près de la moitié sur certains canaux de ses ventes de smartphones avec United, ça se voit très très vite s'il y a un sujet.
D'accord, d'accord. Je crois qu'on a tous compris. Alors, comment est-ce que... Parce que toi, tu arrives là, mais en fait, depuis le début de l'après-midi, on est au milieu de discussions absolument passionnantes sur le commerce média, sur le rôle des retailers, la volonté des marques de comprendre quelque chose, de collecter des données, d'interagir, de mieux mesurer. On a les publishers qui ne sont pas en reste. Puis là, toi, tu arrives comme un cheveu sur la soupe, mais il faudrait que tu nous expliques un peu ce que tu viens faire au milieu, parce qu'on te connaissait pour un programme de feed dans le secteur bancaire. En quoi est-ce que ta place est justifiée, à part le fait que tu habites en face? Raconte-nous. Et qu'on s'entend bien. Non, mais pendant 15 ans, on a fait du crédit aux particuliers. C'est la vache à lait des banques. C'est une activité qui génère beaucoup de revenus et de profitabilité. Mais les occasions d'interagir avec son client sont peu fréquentes. Plusieurs fois par an au mieux, mais en général, c'est une fois tous les 2-3 ans. Et donc, on a décidé, lors de notre introduction en bourse, d'entrer dans le monde de la banque au quotidien. La banque au quotidien, compte courant, carte. Donc, on a racheté une petite banque en ligne qui s'appelle Helios, qu'on est en train de rebrander il y a 6 mois. On a acheté une équipe, des compétences, une stack produit technique qui fonctionne super bien. Mais on s'est dit, bon, le crédit, c'est payant, il y a un taux. La banque au quotidien, c'est bien, mais c'est payant et c'est pas évident le passage à l'acte, le changement de fournisseur bancaire. Donc, un des 3e piliers d'United va être une offre qu'on appelle Benefits. C'est en réalité un programme par lequel des centaines de marques proposent à nos clients des offres exclusives, programme de remise. Donc, si certains d'entre vous sont clients de Boursorama, ils utilisent peut-être The Corner, qui est un de ces types de programmes en France. Et pour nous, Benefit, c'est très important parce que c'est un produit ou un service bancaire gratuit, voire même, contrairement au crédit ou à un compte bancaire qui vous coûte de l'argent, là, ça vous donne de l'argent si je suis le consommateur final. Le KYC, c'est-à-dire l'onboarding, la souscription dans le secteur bancaire. Ça nous donne une remise. Une remise, mais oui, c'est un avantage tangible, économique. J'entends. Voilà. C'est un produit simple à la souscription. Produit de crédit, un produit bancaire, il y a un onboarding. C'est un peu compliqué. Et donc, on y a vu quand même un intérêt très fort. Et par ailleurs, on s'est dit, on a constitué un écosystème de marques, de marchands depuis quelques années qui nous aiment bien en général, dépendent de nous dans un certain nombre de cas, sont des grandes enseignes. Et on a noué une relation de confiance avec eux. Et on s'est dit, en fait, ces acteurs-là, très souvent, et ils nous le demandaient, peuvent être annonceurs, en quelque sorte, de ce programme. Donc, voilà, les raisons pour lesquelles on le lance et les raisons aussi pour lesquelles on pense partir avec des avantages concurrentiels. Il y en a un dernier qui est la data. On en reparlera plus tard, comment on transforme les données bancaires. OK. Donc, je comprends mieux. Alors, aux États-Unis, c'est une formule qui a été popularisée pas mal par JP Morgan, il y a 18 mois, je pense, maintenant, en avril 2024, exactement, donc bientôt 2 ans en réalité, qui a lancé une filiale qui s'appelle Chase Media Solutions, qui a communiqué ses premiers chiffres il y a 6 mois, en annonçant 14 milliards de dollars de remises finalement consenties à ces 80 millions de clients. Quels sont, et en France, on a eu, pour ceux qui étaient là au dernier Data Collaboration Summit en juin, la chance d'accueillir pour la première fois Chase en France. On a également, il y a 1 an, accueilli The Corner. Donc, vous voyez qu'on respecte parfaitement, scrupuleusement l'équité de parole. C'est quoi vos éléments différenciants ? Il y en a 4, je pense. Le premier, c'est le Reach. Alors, on l'évoque un peu sur les slides. Ce programme multimarque, il va être proposé à nos 2 millions de clients et aux 10 millions de clients d'un de nos partenaires. Donc, en fait, les marques qui vont annoncer là-dessus toucheront 12 millions de Français. Donc, quand on se lance, je pense que c'est le plus gros programme de fidélité du secteur bancaire, donc ça c'est le Reach. Après, il y a un deuxième sujet, c'est la data. L'avance technologique de United dans le domaine du crédit s'est construite par une directive européenne, qui s'appelle la 2e directive européenne sur les services de paiement, qui a été transposée un peu avant 2020, qui considère, c'est super intéressant, vous ne le savez peut-être pas, que vous êtes les propriétaires de votre historique de compte bancaire.
Donc si vous voulez sortir vos données de compte bancaire et les partager avec un tiers, qui peut être United ou un autre acteur, vous pouvez le faire. Votre banque n'a pas le droit d'empêcher la sortie de ces données, et voire même a dû investir sur les tuyaux pour qu'elles sortent de façon propre, les API. United a lancé en Europe le crédit instantané basé sur les données d'historique de compte bancaire DSP2. Donc ça fait 5-7 ans qu'on ne demande plus chez United, en général, de justificatifs ou de formulaires très longs. Le client déclare quelques éléments et nous partage son compte. Et là-dessus, on dit oui, non, oui, non, oui, non. Donc on a transformé les données bancaires en décisions business, qui sont là des décisions de crédit. Dans le programme Benefits, on transforme les données bancaires que nous partagent leurs clients en insights et qui ont un intérêt pour les marques, les annonceurs. Concrètement, un annonceur, je vais prendre l'exemple de Decathlon. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Decathlon à ça, mais c'est juste pour que l'exemple que les personnes comprennent bien. Decathlon aime bien les clients qui aiment bien le sport. Bon. Donc nous, on voit sur un relevé de compte bancaire que quelqu'un est abonné à Strava, prélèvement mensuel Strava. Il a une valeur très particulière pour Decathlon. Donc peut-être que si Decathlon est annonceur et propose 5% de remise en général sur ce type de plateforme, peut-être que ce client-là en particulier, il est prêt à lui consentir 10%. C'est un exemple très simplifié. Mais la connaissance des clients nous permet de cibler ceux qui, marque par marque, seront les plus intéressants pour chacune d'elles et d'offrir à ces clients un niveau de remise boosté. On appelle ça le remise advanced. Voilà. Donc ça, c'est un avantage différenciant. Et ça, je pense, c'est un deuxième avantage très important, la data. Le troisième, c'est le couplage avec notre produit historique de financing. Quelqu'un qui veut bénéficier de cette remise chez Decathlon va aller dans l'app United, réalise son achat chez Decathlon via nous, obtient, parce qu'il est dans la super cible, les 10% de remise. Si en plus, il souhaite étaler le paiement de, je sais pas, ces 3 raquettes de tennis, 500 € en 4 fois ou en 6 fois, bon, bah, il choisit en plus le bouton United Pay et donc on augmente l'affordability des produits. Voilà. Donc ça, je pense, c'est des points très importants. Et il y a un dernier point, c'est les economics, sur lesquels on se différencie. Étant donné qu'on fait des revenus très importants, étant un spécialiste du crédit sur pas mal d'autres produits, tout ce qu'on obtient auprès des marques, on le redonne à 100% aux clients. Et ça, je pense, c'est assez important. Tu sais, il existe des plateformes de remise, de cashback, qui sont des pure players. Bon, bah, quand ils négocient un 5% auprès de Decathlon, le client, il voit 2%. Je schématise un peu, ou 3%. Nous, bah non, ça tout redescend aux clients, puisque c'est un outil pour nous d'acquisition et de fidélisation de clients. Donc, c'est les 4 différences. Le reach, la data, le crédit embarqué et la partie modèle économique qui a l'avantage des annonceurs, je crois. Le reach, la data, le crédit embarqué et le modèle éco. Bien, c'est clair. Alors, on a beaucoup parlé de données, évidemment, aujourd'hui. C'est un peu notre raison d'être. Et quelle est la granularité ? Tu en as touché un mot avec ton exemple de Strava, mais jusqu'où ça va, la connaissance data, pour une marque qui est intéressée de travailler avec vous ? On a 2 millions de clients chez United. En tout, si on compte les prospects qui ont fait des demandes qui les ont pas menées à bout, on a agrégé 10 millions de comptes bancaires de clients français. Un compte bancaire, c'est à peu près 300 transactions en moyenne, tu vois, 3, 4, 5, 6 mois d'historique. Donc on a agrégé 3 milliards de transactions. Chaque transaction, il y a un certain nombre de data points, en fait. Le libellé, le montant, la date, bien sûr le solde, positif, négatif, un débiteur, créditeur. Voilà, donc on a agrégé déjà plusieurs dizaines de milliards de données. Et quand on crée un modèle de segmentation, parce qu'on le fait marque par marque, en fait, on permet à la marque, on crée un modèle avec nos équipes de data science très spécifiquement pour afficher le fameux discount avancé à la proportion de nos clients qui intéressent particulièrement cette marque. Quand on fait ça, on l'écoute, sa stratégie, on a tous nos critères, nos 500 catégories de dépenses. Et puis, on va réfléchir à ce qui est pertinent dans la vie financière d'un particulier pour targeter en particulier. Donc, il y a une profondeur de données qui est très, très importante. Très, très importante. Mais pour répondre à ma question, vous pouvez descendre à forcément aux marchands chez qui la transaction a été effectuée, pas au contenu du panier chez ce même marchand, forcément. Oui, alors
on agrège des données de cartes bancaires sur lesquelles on peut avoir des contenus plus détaillés du panier, des éléments de géolocalisation. Mais en fait, on s'aperçoit que les données qui apparaissent sur votre RIB, enfin votre compte bancaire, qui sont des données un peu plus light que celles qu'on a sur un paiement par carte bancaire, la transcription qu'en a votre banque est largement suffisante pour cibler de façon très très précise quelqu'un. Je reprends l'exemple Strava Decathlon. On va un peu plus loin. N'importe quoi. Decathlon va vouloir attirer les gens qui habitent entre 10 et 20 km d'un Decathlon. Parce que moins de 10 km, ils viennent déjà, plus de 20, ils ne viendront pas. Donc voilà, on va croiser Strava, plus ça, l'âge, bien sûr. Parce que comme tu le sais, il y a un moment dans sa vie où on ne fait pas beaucoup de sport, après on en fait beaucoup, après on arrête. Quand on a notre âge, on se remet à en faire beaucoup. À fond. Non, mais donc, si tu sais que quelqu'un vient avoir un enfant, en général, il fera moins de sport à ce moment-là. Enfin, n'importe quoi. Donc, ouais, on croise pas mal de données, CSP, de comportement d'achat, et on les agrège pour créer ces offres. Ok. Mais tu vois, il y a un groupe de beauté dans la salle, par exemple. Il a envie de savoir qui achète chez Estée Lauder et puis qui achète chez un autre de ses concurrents. Ça, on ne peut pas le savoir. Tu as des retailers dans la salle. Eux, ils se différencient parce qu'eux, ils vont avoir le contenu du panier avec la loyalty card. Toi, tu te différencies parce que tu as plein de marchands. Oui, on connaît beaucoup plus de choses que les... Oui, un retailer sait tout ce qu'a acheté un client donné, en tout cas qui est encarté chez lui et toutes les marques, et il peut faire des croisements. Donc effectivement, cette donnée, on ne l'a pas nécessairement, mais certains de nos marchands nous la partagent. Donc c'est là. Now we're talking. Voilà. OK. Bah voilà, C'est fallait pour le ça dire, qu'on moi, se c'est parle, ma là. question. Je suis désolé, il y a Non, marqué mais ma on question. peut enrichir la donnée. Alors là, on est dans l'advanced. Et c'est clairement pertinent. Bon. Mais la vie financière de quelqu'un est déjà assez riche en insights. Certes. Merci, Geoffroy. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'un client à forte valeur pour vous, finalement ? Je pense que je ne suis pas très sûr que ce soit très différent des autres banques. C'est un client qui utilise plusieurs produits bancaires de United, le crédit, la banque au quotidien, etc. Il y a pas mal de revenus sur le crédit. Enfin, une banque, elle gagne de l'argent à deux endroits, en faisant des prêts, pas les crédits IMO, mais en faisant des prêts de 1 000 à 50 000 euros, de 100 à 50 000 euros, et en prélevant des commissions dues ou indues, parfois, auprès des clients finaux. Donc, c'est les frais de souscription de carte, et dès qu'il y a un prélèvement, elle les rejette. Ça, c'est moitié-moitié. Bon, nous, on a pas... Indu, c'est moitié-moitié. Non, c'est le crédit, la moitié, et les frais bancaires, l'autre moitié. Dedans, je considère qu'il y a un certain nombre de trucs qui sont indus. Et d'ailleurs, United a une proposition de valeur là-dessus. Indu, c'est quand vous avez un prélèvement, ça vous arrive tous, qui est rejeté parfois, parce que peut-être que votre crédit IMO, je ne sais pas, il est prélevé le 10 du mois. Nous, on va analyser et vous dire, le 10, ce n'est pas la date idéale pour toi, en fait. Compte tenu de toutes tes entrées, tes sorties, tu aurais plutôt dû choisir le 5 du mois. Et nous, quand on analyse le compte bancaire de quelqu'un, on lui donne ce type de conseil à très forte valeur ajoutée. Pourquoi sa banque ne lui donne pas ? Parce qu'elle gagne. Si jamais il déplace sa date du 10 au 5, il ferait mieux de le faire. Bah, sa banque, elle renonce à des revenus qu'elle prélève. Donc, une sorte de conflit d'intérêts. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Oui. Super intéressant. Alors, au fond, tu dis, vous partagez la donnée à fond. Vous jouez la transparence à fond avec le consommateur final. Mais maintenant, ce que tu nous décris depuis tout à l'heure, et c'est finalement le point commun avec tous les modèles dont on parle depuis le début de l'après-midi, le commerce média, il y a une deuxième sorte de clients, une nouvelle catégorie de clients qui étaient des partenaires pour toi, puis qui deviennent des clients. C'est les enseignes que tu nous as montrées. Et alors, eux, tu partages quoi comme données avec eux ? Parce qu'ils sont exigeants, je te préviens, ils sont dans la salle, tu es arrivé tard, mais tu vas avoir des questions à la pause, parce que les gens, ils en ont des données chez les retailers. Parce que ce que tu nous décris, c'est intéressant, mais ça semble très managed service. Est-ce que toi aussi, comme JP Morgan, comme les autres, tu vas proposer une clean room ? Alors, oui, je pense. Ça, c'est hors script. Mais c'est hors script. Non, mais prenons l'exemple. Tu vois, là, j'ai pris tous mes critères, Decathlon, Strava, etc. On sait que pour les e-commerçants, le taux de retour de produits, ça coûte cher. Enfin, ça plombe un peu le modèle économique. Bon, ça, nous, on ne le voit pas sur les relevés de compte. Alors, tu peux voir les refunds, mais ce n'est pas évident. Donc, quand on va envoyer 100 clients à une marque, dont 20 auront eu le super discount et 80 discount normal, bon, on va chercher après à savoir, bon,
on va vérifier que les 20 à qui vous avez donné le super discount, ils sont bien 3 fois plus rentables que votre client moyen. Sinon, on fera des petits ajustements dans notre modèle de score. Mais on va leur demander aussi, est-ce que vous pourriez un peu enrichir et nous aider à comprendre lesquels de vos clients font des retours produits. Et là, oui, là, il y a un partage à faire pour enrichir nos modèles. Et là, on va créer beaucoup de valeur là-dessus. Pour ça, il faudra qu'on travaille avec Numberly. Mais... C'est ça. On traversera quand on sera rentable. On traversera la rue, Geoffroy, il n'y a pas de problème. On va guetter vos résultats fin mars. Super. Eh bien, écoute, tout ça est, ma foi, fort intéressant. Alors, on va revenir à cet ignoble acronyme de PSD2 parce que ça semble très important pour vous, finalement. Est-ce que je me trompe quand je dis que ça ressemble un peu à ce qu'on faisait dans les programmes de FEED il y a de fort longues années dans le transport aérien, où on disait... Pour gagner des nouveaux clients, comme chacun est programme de FEED, peut-être qu'on pourrait proposer un bonus en miles énorme à quelqu'un si, en plus de prendre sa carte chez nous, il arrivait avec son historique de consommation de transport aérien, parce que alors là, on pourrait lui rendre encore plus de valeur et du coup, on lui faisait un doublement de miles. Oui, mais là, je trouve que l'Europe a été incroyable par rapport à l'Asie et aux États-Unis. La Commission européenne s'est dit, OK, les données bancaires, c'est une mine d'or qui n'est pas exploitée par les banques. J'ai pris l'exemple de la date de prélèvement qui est mal prélevée. C'est quand même pas super sympa pour le client final. Et en fait, au niveau européen, on s'est dit, si on permettait à des acteurs de prendre ces données, de créer des nouveaux services, qui peut être du crédit instantané, qui peut être du coaching financier, il va se développer un nouvel écosystème de sociétés qui créeront de la valeur pour les consommateurs européens. Donc, c'est un cadre européen harmonisé. Vous êtes tous aujourd'hui, et depuis 5-6 ans, vous ne le savez pas nécessairement, vous êtes devenus les propriétaires de votre historique de compte bancaire. Vous avez le droit de le faire sortir de votre banque. Donc là, ce que tu décris, je ne sais pas si c'était un cadre européen normalisé. Il y a eu cette volonté européenne qui a imposé à des banques de développer les tuyaux pour que les données sortent de façon propre. Il y a des normes, des investissements faits par toutes les banques en Europe. Et donc, je trouve ça c'est très puissant. Les gens ne le savent pas. Alors, vous voyez, on vous propose sur peut-être un bailleur, plutôt que de déposer un dossier pour une location d'appart. Enfin, c'est ridicule, tout ce qu'on doit déposer. En plus, ce n'est pas très sécurisé, on le sait. Faire des justificatifs, les envoyer à quelqu'un. Là, on connecte son compte bancaire. C'est très simple pour le consommateur final. Si vous voulez partager vos données compte bancaire avec United, vous êtes sur le parcours United, on nous dit « Voulez-vous partager l'historique de compte bancaire ?» Vous dites « Oui » sur notre site. Votre app bancaire, c'est comme un paiement 3D Secure, s'ouvre. Acceptez-vous de partager, dans le cadre de votre demande de crédit, votre historique de compte bancaire avec United? Oui. Hop, on reçoit toutes les données, on mouline, on interprète. Donc c'est très simple et je pense que c'est un framework qui va rentrer dans les habitudes. C'est quoi le pourcentage de gens qui le font aujourd'hui? C'est 80%. 80%. Alors, je pense qu'on est. Alors, les 20% qui ne le font pas, ils ont un historique dégueulasse, non, j'imagine. Non, pas nécessairement. Vous les pénalisez, vous les refusez. Mais c'est des gens qui auraient peur, dans tous les cas, de donner leur relevé de compte bancaire à un établissement crédit qui leur fait un prêt. Et juste les 80%, je pense qu'on est, nous, un tout petit peu biaisés. C'est que tu demandes un prêt, tu sais que tu vas devoir partager des éléments sur ta situation personnelle, parce que c'est assez classique, finalement. Donc, tu comprends bien l'intérêt. Donc, c'est comme ça qu'on atteint ces taux-là. En boutique physique, on atteint 95%. Top. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un credit bureau, un peu? C'est beaucoup plus puissant. C'est là où un crédit bureau, malheureusement, il n'y en a pas en France. C'est parce que les banques, je pense, ont fait un bon travail pour éviter que ça naisse. Mais un crédit bureau, c'est un registre où sont recensés tous les crédits détenus par tous les ménages d'un pays. Et quand vous êtes banque et vous recevez une nouvelle demande de crédit, vous avez le droit de vous interroger ce truc pour dire « Tiens, j'ai reçu une demande, est-ce que la personne qui m'a dit qu'elle avait 2 crédits en a bien que 2 ?» Non, elle en a 3. Bon, ok, j'enrichis et je... Donc, c'est un registre des crédits détenus par un ménage. Dans un historique de compte bancaire, on voit effectivement tous les crédits détenus par un particulier. Enfin, on voit pas mal d'autres choses aussi. On voit son salaire. Dans un crédit bureau, il n'y a pas le salaire. Quand tu calcules une capacité d'endettement, si tu as le numérateur et pas le dénominateur, t'es mal. Donc, voilà. Donc, c'est plus puissant. DSP2, c'est plus puissant. Dernière question, mon ami. Comment vous avez construit votre écosystème de partenaires? Petit à petit, depuis 5-6 ans, pour leur proposer la solution de crédit sur le lieu de vente, en choisissant que des marques
premium, enfin en tout cas qualitative. Et aussi, et là c'est un positionnement, enfin on est B Corp, on est un des seuls acteurs du crédit, je pense en Europe, à être labellisé B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez ce label, mais bravo. Assez important. Ça nous a pris 2 ans de boulot. Et donc on a fait le choix, un certain nombre de choix depuis la création, d'être le seul acteur bancaire à ne pas proposer de crédit renouvelable, d'être le seul acteur bancaire à ne pas faire de buy now, pay later, le paiement en 3-4 fois, et d'être le seul acteur à ne pas proposer de solution de paiement pour les crédits de moins de 100 €. Je viens à la réponse à ta question. Donc, en fait, on n'a pas de partenaires. On est susceptible d'en avoir sur Benefits, mais ce ne sera pas des partenaires sur la partie United Pay. On n'a pas de partenaires dans des secteurs dont les paniers moyens sont entre 20 et 40 €. D'accord. Voilà. Donc, Bien. Et du coup, c'est live depuis combien de temps, Benefits ? Ça sera live au 2e trimestre. Ah voilà, c'est ça. Oui. Bon, bah donc tu annonces officiellement, c'est ton coming out là aujourd'hui, dans la rue en tout cas. Non. On a annoncé qu'on lançait ces choses-là. C'est dans l'air, d'accord. On avance avec un certain nombre de marques. On a déjà un certain nombre de marques qui ont accepté d'être partenaires pour les 6 premiers mois de ce programme, c'est-à-dire de nous consentir une offre standard et une offre advanced en nous partageant leur stratégie. Et oui, on avait ajouté une dizaine, centaine cette année. Génial. Un immense merci. Je vois qu'il y a des questions dans la salle. Les doigts se lèvent. Oui, Thibaut, l'autre. Merci beaucoup et félicitations pour Benefits. En fait, j'ai 3 questions. La première, c'est comment vous gérez le consentement, la collecte du consentement des personnes quand vous récupérez les données bancaires. Est-ce qu'au même moment, vous prenez un consentement pour pouvoir ensuite partager cette donnée à d'autres ? Donc là, l'exemple de Strava et Decathlon. Alors, on récupère le consentement comme on le fait depuis des années dans le cadre de DSP2. Donc, le client consent à nous partager son historique de compte bancaire. One shot, il est maintenu pendant 6 mois aussi. Okay. Au bout de 6 mois, il devra redonner ce consentement. Deuxième chose, les données, on ne les partage pas à Decathlon dans ce cas-là. On voit que les clients qui sont sur Strava, pour prendre cet exemple, et qui habitent à 14 km d'un Decathlon, vont se voir afficher la super offre de Decathlon, les autres l'offre standard. Mais on ne partage pas la donnée à Decathlon, donc elle reste complètement en interne chez United. Okay. Merci. Deuxième question, c'était, vous parlez de 2 millions de clients directs et d'une dizaine de millions de clients que vous avez par le biais de vos partenaires. Est-ce que ceux-là ont aussi accès à une interface Benefits ? United, l'interface United. Oui. Ok. La réponse est oui. Et dernière question, est-ce que les annonceurs qui voudraient pouvoir faire partie du programme peuvent aussi onboarder leurs propres données first party ? C'est ce qu'évoquait Thibaut. On a vocation à enrichir les modèles concrets de segmentation et d'affichage des offres advanced avec les données des marques partenaires. Donc oui. Ça marche. Vocation. Magnifique. Est-ce qu'on a une dernière question à distance ? Oui, non, peut-être. On a explosé les temps. Je voudrais un immense tour d'applaudissements pour Geoffroy.